L'APEJ et ses partenaires nationaux s'engagent à faire de l'entrepreneuriat des jeunes une réussite. Pour y arriver, ils souhaitent faire profiter au maximum la jeunesse malienne des avantages qui lui sont accordés en matière de fiscalité. Une convention a été signée ce mercredi dans ce sens. Les Grecs sont sous le choc depuis l'arrêt des chaînes de la télévision publique ERT mardi soir. Une décision politique du gouvernement pour raison d'austérité. Cette décision aussi brutale qu'immédiate a provoqué la colère de la population. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Mercredi 12 juin, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du professeur Diankouna Traoré, président de la République par intérim. Après l'examen des points de l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Le contenu de ce Conseil, c'est tout de suite. Et c'est avec vous, Ibrahima Djambélé. Bonsoir. Bonsoir, Daisy Soko, mesdames, messieurs, bonsoir au chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt préférentiel de crédit acheteur signé à Dakar le 4 janvier 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et la banque Import-Export Exim Bank de Chine relatif au projet hydroélectrique de Gouina. En vue de diversifier les sources d'approvisionnement en énergie et d'assurer la couverture des besoins croissants en énergie électrique des populations, le gouvernement de la République du Mali a signé avec la banque Import-Export de Chine un accord de prêt d'un montant de 138 300 000 $ des États-Unis, soit 69 milliards 117 millions de francs CFA environ, pour le financement du projet hydroélectrique de Gouina dans la région des Cayes. Les principales composantes de ce projet sont la construction des barrages à béton avec ceux déversant sur toute sa largeur, la construction d'une usine hydroélectrique d'une puissance de 140 MW et d'un productible de 620 GWh, la réalisation d'un canal d'amenée de 287 mètres de longueur et d'un canal de fuite de 423 mètres de longueur, la réhabilitation de la piste existante et du pont au niveau de la cimenterie de Diamou, la réalisation d'une ligne haute tension de 125 kV raccordant la station de Gouina au poste de Médine, non loin de Caille. La réalisation de ce projet avec la participation du Sénégal et de la Mauritanie va contribuer à réduire les déficits énergétiques auxquels les États membres de l'Organisation pour la mise en valeur du Fonds Sénégal, OMVS, font actuellement face. Sur présentation du ministre de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création de la cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage. La production des sous-produits d'abattage est estimée à 23 010 tonnes par an, soit 76,7 tonnes par jour pour les abattages contrôlés. Ce chiffre est appelé à augmenter avec l'accroissement démographique, le changement des habitudes alimentaires et l'exportation de la viande à la place de bétail sur pied. Dans le souci d'accroître la contribution du secteur de l'élevage à la croissance économique, notre pays a entrepris des actions visant à valoriser les sous-produits d'abattage par leur transformation en farine animale, en engrais et en énergie. Le projet de valorisation des sous-produits d'abattage initié dans ce cadre a bénéficié d'un prêt de la Baléa clôturé en 2012. En vue de consolider les acquis du projet et permettre la valorisation des sous-produits d'abattage à l'échelle nationale, il est apparu nécessaire de créer une structure pérenne pour mieux prendre en compte la problématique de la gestion et de la valorisation des sous-produits d'abattage. La création de la cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage répond à cette préoccupation. La cellule, qui sera créée sous forme de service rattaché à la direction des productions et des industries animales, aura pour mission de coordonner et d'appuyer les activités de promotion et de valorisation des substances et matières issues de l'abattage d'animaux de boucherie. Elle devra contribuer à la mobilisation des financements, au renforcement des capacités et à la mise en synergie des acteurs du secteur.
Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant allocation d'indemnités au personnel chargé des examens scolaires et concours professionnels. Les indemnités accordées au personnel chargé des examens scolaires et concours professionnels avaient été fixées par un décret du 4 juin 1998 modifié en 2007. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, le gouvernement a engagé en 2011 des négociations avec les syndicats de l'éducation. La mise en œuvre de l'accord conclu avec les syndicats a rendu nécessaire la rélecture du décret numéro 98-194 du 4 juin 1998 modifié portant allocation d'indemnités au personnel chargé des examens scolaires et concours professionnels. Suite aux événements du 22 mars 2012, le processus de relecture a été interrompu. Le présent projet de décret s'inscrit dans ce cadre et le revoit à la hausse les taux des indemnités alloués au personnel chargé des examens scolaires et concours professionnels. Sur le rapport du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la fourniture, à l'installation des équipements de production et à la construction d'un bâtiment devant abriter les équipements de la chaîne 2 TV de l'ORTM. L'Office de radio-télévision du Mali, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan directeur de développement, a décidé de mettre en place une deuxième chaîne TV en vue de désengorger l'unique chaîne en service depuis 1983, d'accroître et d'améliorer la qualité et la capacité de production et de diffusion télévisuelle. Le présent marché conclu dans le cadre de la réalisation de ce projet porte sur la fourniture, l'installation des équipements de production et la construction d'un bâtiment devant abriter les équipements de la chaîne 2 TV. Il est attribué après appel d'offres à la société Studiotech SA pour un montant de 1,930 milliard de francs CFA environ et un délai d'exécution de 150 jours. Le financement est assuré par le budget national Fonds Soutèlement. La mise en service de la chaîne 2 TV de l'ORTM permettra, entre autres, de mettre l'accent sur le partenariat entre le public et le privé en matière de production et de doter l'ORTM d'un outil moderne, efficace, pour stimuler et appuyer le développement social, culturel, économique et touristique par la diffusion de programmes de proximité. La chaîne 2, qui sera entièrement numérisée et basée sur les technologies de pointe, tant au niveau de la production que de la diffusion, diffusera 24 heures sur 24. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur du Mali à Bruxelles, M. Sekou Bassissé, conseiller des Affaires étrangères. Ambassadeur du Mali à Niamey, M. Alhamdou Ag Ilien, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, secrétaire général, M. Mahamadou Zibo Maïga, inspecteur des services économiques. Directeur général de l'Agence du bassin du fleuve Niger, M. Issa Togo, assistant de recherche. Au titre du ministère de l'Éducation, de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées, conseiller technique, M. Sanidie Al-Kaïdi Touré, administrateur de l'action sociale, M. Abdoulaye Diabaté, inspecteur du Trésor. Inspecteur à l'inspection des affaires sociales, Madame Marietou Kabisoko, administrateur de l'action sociale. Messieurs Soko, à vous. Merci Ibrahima Djambélé. Nous poursuivons ce journal avec la page élection qui viendra juste après ce jingle. Les commissions de distribution des cartes NINA vont bientôt être fonctionnelles. En attendant, les membres de ces commissions commenceront une formation à partir de vendredi prochain. Par contre, les membres des commissions administratives, eux, sont déjà à l'œuvre depuis quelques temps. Pour plus de précisions, suivant les explications du gouverneur du district de Bamako, Georges Togo est au micro de Alousseni Touré. Pour ce qui concerne les cartes NINA, nous ne sommes pas arrivés encore au stade de distribution. Nous sommes pour le moment au stade de formation des équipes qui seront chargées de la distribution de ces cartes.
Bien sûr, il y a eu déjà une première séance de formation au niveau de toutes les communes et 2 séances de rattrapage pour les retardataires au niveau de notre salle de conférence ici. Mais ce qui s'est passé ne nous a pas donné entière satisfaction. Il y a eu beaucoup d'absences. Et lors des séances de formation aussi, l'effectif était tel qu'on peut douter de la qualité de la formation reçue. C'est pourquoi le département a jugé nécessaire de reprendre cette formation, cette fois-ci en l'organisant de mieux. Cela nous a amené à créer des groupes de formation. Nous en sommes à 18 groupes dans tout le district de Bamako. Des groupes dont l'effectif varie entre 80 et 100. Donc ces formations vont commencer le vendredi pour s'achever le dimanche. Et chaque groupe aura une demi-journée de travail. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que tous les jeunes qui sont retenus sur nos listes officielles pour être membres des équipes de formation, que chacun s'assure que cette fois-ci, le travail est mieux organisé et qu'ils doivent participer pleinement à cette nouvelle séance de formation. Dans les salles, nous ne recevrons personne, aucun jeune qui voudrait supplier éventuellement à des absences ne sera reçu pour cette nouvelle formation. Les équipes seront chargées après cette formation, lorsque la date de démarrage officiel de la distribution sera donnée. Nous allons les déployer sur tout le territoire du district et faire en sorte que chacun, sans aller trop loin de son lieu de résidence, puisse avoir accès à des équipes de distribution. Alors, quel sera le rôle des commissions administratives? Les commissions administratives sont aujourd'hui à pied d'œuvre au niveau de chaque commune. Elles sont chargées de procéder donc à l'établissement des listes électorales. Le département, à travers la DGE, a mis à la disposition de toutes les communes la liste des électeurs potentiels. Il revient à chaque citoyen, tous ceux qui savent qu'ils ont été enrôlés lors du RAVEC, de passer voir au niveau de ces commissions pour s'assurer qu'ils sont effectivement sur les listes. Ensuite, de déterminer au besoin leur lieu de vote. Et pour ceux qui ont changé de domicile entre-temps, d'aller déclarer les nouveaux lieux où ils veulent aller voter. Les nouvelles communes où ils résident et où ils voudraient voter. Les vérifications peuvent se faire jusqu'à quelle date? Bon, les vérifications ont lieu jusqu'au 15 de ce mois. Et à partir du 16 déjà, c'est une autre séance de travail qui commence. Et puis le gouverneur du district de Bamako informe l'ensemble des agents retenus pour la remise des cartes NINA qu'une session spéciale de formation sera organisée à leur intention les vendredis 14 et samedi 15 juin à partir de 9 h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako et dans les salles retenues par les maires. À cet effet, les listes des groupes de formation constitués pour la circonstance et affichés dans les différentes mairies du district de Bamako peuvent être consultés par les intéressés dès demain, jeudi 13 juin. Le gouverneur du district rappelle que seuls les agents ayant leur nom sur la liste officielle seront acceptés à cette ultime formation. La présence de tous est obligatoire. À Koulikoro, l'ONG Association pour le développement durable en Afrique, ADAF, s'engage à accompagner le processus électoral dans notre pays. Elle vient de procéder au lancement de ses activités axées sur la sensibilisation citoyenne soutenue par le PNUD. Fousseni Tunkara. Au Mali, le constat montre que le taux de participation aux élections reste un défi important à relever, de même que l'implication active des femmes et des jeunes au processus électoral. C'est pour jouer toute sa partition afin de renverser la tendance que l'ONG Association pour le développement durable en Afrique, ADAF, a initié cette rencontre. Rencontre pour expliquer aux autorités régionales ce qu'elles comptent faire pour accompagner le processus électoral. Nous porterons l'information utile dans tous les coins et recoins avec nos assistants
et relais afin de contribuer positivement à rehausser le taux de participation aux élections. Pour mener à bien ce travail de sensibilisation, l'ONG ADAF est épaulé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers son programme d'appui au processus électoral. Les activités de l'ADAF seront menées conjointement avec les autres acteurs engagés dans le processus électoral, particulièrement avec l'administration publique. À l'ONG ADAF, je leur dis de continuer sur ce chemin parce que ça permet d'élever le taux de participation au niveau national même. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent au niveau de Koulikoro, il faut qu'ils aillent dans les autres régions pour la même chose. Auparavant, portant sur l'importance du retrait de la carte Nina et du vote massif a édifié l'assistance. Les préparatifs des élections présidentielles de juillet prochain étaient au centre d'une rencontre des leaders communautaires à Toya, c'est dans le cercle de Tombouctou. Ils étaient pour mettre au même niveau d'information les différents acteurs du processus électoral. Le reportage de Yéya Tandina. Cette rencontre avec les leaders communautaires, jeunes et femmes à Toya, chef-lieu de la commune de Alafia dans le cercle de Tombouctou, avait 3 objectifs principaux. Informer les communautés du retour de l'administration, faire l'état d'avancement des préparatifs des élections de juillet prochain et enfin créer un cadre de collaboration entre les populations et les forces de sécurité pour éradiquer toute forme de banditisme dans la commune. Au cours de ces échanges, il a été surtout question d'élections. Nous avons échangé sur tous les aspects, toutes les préoccupations de la commune, des communautés, et nous avons parlé également des élections. Les représentants des communautés ont donné l'engagement ferme de s'impliquer pour mobiliser les citoyens autour des élections à venir parce que pour nous, Maliens, c'est des enjeux très importants dans la vie de la nation malienne. Nous vous donnons l'engagement en tant qu'autorité d'accompagner ces populations pour qu'il y ait un président élu dans la transparence, sans reproche, parce que la vie future du pays en dépend. Les débats ont permis aux autorités administratives et communales d'expliquer aux participants l'importance de la carte NINA, numéro d'identification nationale. Elle est multifonctionnelle parce qu'elle sert avec les données biométriques et alphanumériques d'identifier une personne même après les élections. Et elle pourrait à l'avenir peut-être servir pour acquérir d'autres documents. Les populations de Alafia ont pris l'engagement de rehausser le taux de participation et de relever le défi de la transparence. L'élection présidentielle constitue la priorité des agents de l'État qui viennent de s'installer à Gourmararousse. Le préfet et ses collaborateurs sont à pied d'œuvre pour sensibiliser la société civile, les chefs de village et de fraction et les élus sur l'enjeu du processus électoral. Pour plus d'informations, écoutons le préfet. Séné Dambélé est au micro de Adama Djimdi. Par rapport aux préparatifs des élections, tous les sous-préfets sont sur place. Nous avons commencé d'abord à mettre en place les commissions locales d'organisation, tant au niveau local que communal. Et ensuite, nous avons demandé aux sous-préfets de prendre certains actes et en même temps au niveau local qu'au niveau communal. Par rapport au reste des travaux, aujourd'hui tous les documents électoraux relatifs à la liste électorale, nous avons créé les équipes de remise des cartes NINA au niveau des sous-préfets et le préfet aussi a l'action des contrôleurs et des coordinateurs, toujours par rapport à la remise des cartes NINA. Donc les travaux se poursuivent normalement et j'espère que les commissions administratives d'établissement des listes électorales biométriques vont s'atteler à la tâche.
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, informe la presse nationale et internationale que le gouvernement, à travers le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, animera demain jeudi à partir de 11h au ministère des Finances une conférence sur le processus d'octroi de la 3e licence de téléphonie globale au Mali. Ce sera donc demain jeudi à partir de 11h au ministère des Finances. Depuis un certain temps, l'énergie du Mali prépare son retour dans la région pour faire l'état des lieux des infrastructures et voir comment ce retour pourrait se faire rapidement. Daouda Zoumana Traoré. La ville de Gao, une grande cause du conflit. Les installations ont été dégradées et le personnel a abandonné sa position par peur des bandits armés. Mais le retour de la paix et le retour des réfugiés et déplacés créent en la Somagep avec les coutumiers, les quelques travailleurs des 2 sociétés restées sur place et le CICR, l'eau et l'électricité ont été fournis à Gao. Le retour massif de la population fait que la consommation joue plus. Pour y faire face, il faut des mesures durables. Le grand problème, c'est d'abord, vous savez, pendant plus de 2 ans, il n'y a pas eu de maintenance appropriée. Et il n'y a pas eu l'effet professionnel souhaité. Donc tout ceci va être corrigé progressivement. Nul n'ignore à Gao que l'eau et l'électricité sont des denrées rares. En longueur de journée, la population ne cesse de se déplacer pour avoir de l'eau, charger son téléphone ou voir le journal de 20 heures de l'ORTM d'un point à un autre. La corvée est grande. La population a pu voir l'engagement des uns et des autres. Et un service minimum va être maintenu. Cela va se corriger progressivement. Après les différentes rencontres de la mission, l'espoir est permis quant à l'amélioration des conditions de distribution à la Gao. Le gouverneur de Mopti vient de boucler une tournée dans la région. Ibrahim Ama était allé échanger avec les populations sur le renforcement national. Yacouba Maïga nous en dit plus. Après les cercles de Douanza, Tenenkou, Youarou, Djenné et Mopti, c'était au tour des circonscriptions de Koro, Banka et Nord de Mopti pour la dernière étape de sa tournée de prise de contact avec les populations. Ici, comme partout ailleurs dans la région, les messages n'ont pas changé. Ils ont trait à la consolidation de la sécurité et de la paix, d'élections transparentes et apaisées. Nous avons rencontré une administration dynamique. Nous avons rencontré des populations travailleuses. Nous avons rencontré des collectivités qui se battent chaque jour pour transformer l'adversité en opportunité de développement. Ces localités, par leur position de proximité avec la ville de Douanza, jadis occupée, ont été affectées par la crise sécuritaire, mettant ainsi à mal les activités touristiques et culturelles dont l'économie de la zone est fortement tributaire. À cela vient s'ajouter d'autres préoccupations auxquelles le chef de l'exécutif régional est resté très attentif. Pour ce qui concerne les préoccupations qui se justifient, nous les avons donné les informations parce que sur beaucoup de questions, les populations n'avaient pas toute l'information sur ce que l'État est en train d'entreprendre. Nous les avons informés des mesures en cours, des chantiers qui ont démarré ou des chantiers en voie de démarrage. Le gouverneur Ibrahim Hama a mis cette visite à profit pour découvrir les immenses potentialités dont regorge le sous-bassin du fleuve Sourou dans la zone frontalière de Baye dans le cercle de Bankas avec le Burkina Faso. Il a par la même occasion rendu des honneurs au détachement militaire togolais fort de 149 hommes basés à Koro dans le cadre de la MISMA. Le ministre de l'Industrie et du Commerce est en visite dans la région de Caille. Il a procédé à l'inauguration des locaux de la toute nouvelle direction régionale de l'industrie de Caille. Une direction qui a coûté plus de 108 millions de francs CFA, entièrement financée sur le budget national. Kansoto Kanouté. Les nouveaux locaux de la direction régionale de l'industrie de Caille sont désormais fonctionnels à travers son inauguration ce lundi par le ministre du Commerce et de l'Industrie. D'un coût global de 109 millions de francs CFA entièrement financé par le budget national, cette nouvelle bâtisse de la direction régionale de l'industrie de Caille est composée de 7 bureaux, d'une salle de conférence, de 3 toilettes, d'une loge pour le gardien. Dans le cadre de la restructuration de la direction nationale des industries, il a été créé des directions régionales
chargé de la mise en œuvre à l'échelle régionale de la politique de développement industriel, à travers la promotion et la création d'entreprises industrielles et la transformation des matières premières locales. La création et l'inauguration de la direction régionale de l'industrie des cailles s'inscrit dans cette optique. Dans son discours, le ministre a souligné le paradoxe relevé dans le recensement industriel 2010 qui classe la région de Caille au 6e rang avec seulement 13 unités industrielles alors que la région de Caille dispose d'immenses potentialités, notamment dans le domaine minier et agro-silvopastoral. La direction régionale de l'industrie de Caille se doit de corriger ce paradoxe en relation avec les autorités et l'ensemble des opérateurs économiques de la région. Dans cette optique, la direction régionale de l'industrie de Caille se doit d'offrir un cadre d'échange et de dialogue propice à la promotion des investissements industriels, comme ce fut le cas avec la création de l'usine de production de ciment de Wassem à Gongonteri, l'usine de production de marbre de la société Stone à Sénikeli et l'usine de production de carreaux de Kalimat à Caille. Selon le maire de la commune rurale de Koulou, l'inauguration de ce joyau est la preuve concrète de la détermination du gouvernement de faire de l'industrialisation de notre pays le moteur de développement, facteur de croissance et de création d'emplois. Le ministre, accompagné d'une forte délégation, a ensuite procédé à la coupure du ruban, suivi de la visite d'un nouveau locaux de la direction régionale de l'industrie de Caille. Ici à Bamako, le président du collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a animé ce matin une conférence de presse. C'était pour mieux informer les journalistes sur le procès qui l'oppose au président sortant. Conférence suivie par Agibou Koulibaly. Le 6 juin dernier, la section administrative de la Cour suprême a décidé que le collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali demeure en place jusqu'aux prochaines élections consulaires. On ne peut être que satisfait parce que ça nous sort de la turbulence, ça nous sort de l'affrontement inutile. Ça nous permet sereinement de concevoir les axes de promotion, d'appui, service aux entreprises pour leur prospérité. On ne peut pas sereinement concevoir un appui, un conseil tant que par ailleurs on est en conflit. Les conflits sont des énergies négatives qui ne permettent pas de concevoir et d'aller en proactivité pour le développement. Maintenant que la décision judiciaire est tombée pour bien fonder la décision administrative, le président du collège transitoire pense qu'ils sont renforcés dans leur rôle de représentativité légale afin de rendre service à tous les opérateurs économiques. Nous allons dans nos stratégies voir avec les associations et groupements professionnels comment créer un cadre de concertation pour que nous restons ensemble, que nous demeurions ensemble pour la mise en œuvre de ces activités-là qui vont impacter nos activités. Pour le collège transitoire, il s'agit de communiquer suffisamment sur les activités de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, ajoute le président Konaté. La salle de conférence du Carrefour des Jeunes de Bamako a servi de cadre ce matin à la cérémonie de signature d'une convention entre l'APEJ et ses partenaires nationaux. Cette convention permettra d'informer et de sensibiliser les jeunes entrepreneurs potentiels ou en activité sur les avantages fiscaux et juridiques qui leur sont accordés par le Code des impôts. Moussa Fani. La signature de convention entre l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes et ses partenaires a pour objectif d'informer et de sensibiliser les jeunes entrepreneurs sur les avantages fiscaux et juridiques accordés aux jeunes par les codes des impôts. La convention devra permettre aux jeunes entrepreneurs de mieux réussir leurs premiers pas dans l'entrepreneuriat. En acceptant cette convention, vous décidez au-delà de vos missions respectives de contribuer au développement économique de notre pays à travers la promotion de l'emploi des jeunes. Précisément, vous agissez sur le secteur pourvoyeur d'emploi tel que reconnu partout dans le monde. Il s'agit de l'appui au secteur privé par la création d'entreprises viables par les jeunes. Cette journée de sensibilisation fisco-juridique, nous les jeunes de sans emploi, si on n'a pas pu être intégrés à la fonction publique, que cette journée nous permettra de bien concevoir certaines choses et de nous financer dans nos projets agricoles. À travers cette convention, les responsables de l'APEJ s'engagent à assurer le respect des engagements pris. Ces journées d'information et de sensibilisation demeurent sans nul doute des moments propices permettant au jeune public de se retrouver et de comprendre un certain nombre de mécanismes liés à leur propre insertion professionnelle. L'APEJ, à son tour, s'engage à assurer la coordination des actions entre les partenaires et à contribuer à la réussite des activités de la présente convention.
La journée de sensibilisation sera organisée aussi dans chaque coordination régionale de l'APEJ. Au cours de ces activités, 2000 jeunes entrepreneurs de 18 à 40 ans seront formés sur les avantages juridiques et fiscaux en vigueur dans notre pays. En Afrique du Sud, après 4 jours d'hospitalisation, Nelson Mandela répond mieux au traitement. Information donnée par le président Jacob Zuma à l'Assemblée nationale. Il s'est dit satisfait des progrès réalisés par le héros de la lutte anti-apartheid, hospitalisé pour de nouveaux problèmes pulmonaires. L'Afrique du Sud est en prière, partagée entre inquiétude, résignation et le souhait que Madiba aille mieux. Tenu éloigné de la clinique où est hospitalisé Nelson Mandela, la presse venue du monde entier se contente des allées et venues des berlines officielles et de quelques images tournées de loin. L'ex-femme du président, Winnie, est de nouveau passée, ainsi que leur fille Zenani. Après 5 jours d'hospitalisation, la première nouvelle positive sur l'état de santé de Mandela a été apportée par Jacob Zuma alors qu'il s'exprimait à la tribune de l'Assemblée nationale. Je suis heureux de vous annoncer que Madiba réagit mieux au traitement depuis ce matin. Nous sommes très heureux des progrès qu'il fait dorénavant après ces derniers jours qui ont été difficiles. Dans les rues aussi, personne ne veut imaginer le pire et tous s'accrochent à la moindre lueur d'espoir. Je ne pense pas qu'il est temps pour lui de partir, parce que je crois que nous avons encore besoin de lui. Et en Afrique du Sud, c'est notre héros. Toutes générations confondues, les Sud-Africains se mobilisent, prient et chantent, comme ici, les enfants d'une école primaire de Johannesburg devant le domicile de Mandela, souhaitant un prompt rétablissement au père de la nation. Voilà, nous souhaitons un prompt rétablissement à Madiba. Hors du continent, en Grèce, quelques heures seulement après l'annonce par le gouvernement de la fermeture de la radio-télévision publique ERT, les 3 chaînes publiques ont cessé d'émettre, laissant le téléspectateur face à un écran noir. C'était hier soir à 23h heure locale. Le gouvernement évoque des mesures d'économie. Cette décision, aussi brutale qu'immédiate, a provoqué la colère des salariés, politiques, syndicalistes et citoyens. Tous expriment et dénoncent une décision autoritaire et antidémocratique. Il est 11h mardi soir en Grèce. L'émotion s'invite en direct à la télévision publique lorsque 2 équipes se relaient. Et pour cause, ce seront les dernières. Quelques secondes plus tard, écran noir, les 3 chaînes du service public cessent d'émettre. Une décision surprise annoncée quelques heures plus tôt par le porte-parole du gouvernement au nom de la rigueur budgétaire. Ironie du sort, lui-même est un ancien journaliste de la chaîne. ERT constitue un cas exceptionnel d'absence de transparence et de dépenses incroyables. Tout le monde pouvait le voir, mais personne n'a jamais osé rien faire. Tout ceci prend fin maintenant. Pour les 2700 salariés, c'est le coup de massue et le chômage technique. Et la promesse du gouvernement de rouvrir une chaîne sous une autre forme et avec moins de personnel ne réussit pas vraiment à rassurer. On avait entendu beaucoup de rumeurs, de scénarios différents avec la fermeture de certaines chaînes et la réduction d'effectifs. Mais une fermeture complète, un blackout comme ça ne s'est jamais produit, même pendant la dictature, quand j'étais jeune. Dès l'annonce de la fermeture, les manifestants affluent devant ERT. La cible des slogans, la troïka des financiers et sa cure d'austérité. Je me sens insultée en tant que Grec. La coupe est pleine et j'en ai assez de ce qui est imposé à mon pays. La nouvelle fait bien sûr la une de la presse. En signe de solidarité, tous les journalistes du pays ont cessé le travail et les centrales syndicales appellent à une grève générale demain jeudi. Ajoutons que la fermeture de la télévision publique grecque a provoqué une réaction immédiate de l'Union européenne de radio-télévision qui a demandé à la Grèce de revenir sur cette décision.
Retour à l'actualité nationale, la culture. L'hôtel Mondé a abrité un défilé de mode sur la valeur textile du coton malien. 8 collections de la styliste mozambicaine Memouna Chouman ont été présentées au public. La soirée était une initiative du label Afro Fashion en collaboration avec l'association Mali Mode. Cheikh Oumar Sangaré y était, suivant son reportage. Ce sont 8 collections, dont celles des enfants, des hommes, des femmes, du grand jour et autres des plages qui ont été présentées au public. Elles sont toutes de la styliste mozambicaine Meimouna Chouman, directrice d'Afro Fashion. Cette soirée défilé de mode est l'acte 1 de la collaboration entre Afro Fashion et l'association Mali Mode, dont les intérêts se sont croisés autour du textile malien. Et avec plus naturel coton qui vient du pays, parce qu'avant j'ai acheté le tissu là-bas, et maintenant c'est tissage ici, les teintures ça fait ici, les broderies ça fait ici, c'est tout ça fait ici. Nous essayons de faire de belles choses avec le coton qu'on a ici transformé localement et dans le but de contribuer au développement même du Mali. De la qualité des tissus à l'éclat des couleurs en passant par les modèles, le public a apprécié les créations faites à partir du coton malien. Les responsables de l'artisanat et du tourisme n'en demandent pas mieux. Aujourd'hui, nous avons vu pratiquement toutes les couleurs possibles, toutes les compositions possibles. Nous avons vu également que le textile malien passe inaperçu alors qu'il est très dense, il est très riche. Et aujourd'hui, les coupes qu'on a vues, les styles créés font de l'espoir qu'au Mali, il y a de la place pour la création, pour la créativité, à partir essentiellement de la matière première qui est la nôtre. La soirée a été marquée aussi par les prestations musicales de Chameila et Yaritza, Bamana Blues Band et autres. Voilà le coton malien mis en valeur. Culture toujours, plus précisément littérature. Les linges sales se lavent au cimetière. C'est le titre du roman du malien Ousmane Tieni. Dans ce roman de 149 pages, l'auteur évoque l'autorité parentale et le manque de communication entre parents et enfants. Ce manque de communication qui est souvent à l'origine de l'échec scolaire des enfants. Pour plus de détails, écoutons l'auteur Ousmane Tieni. Il est au micro de Aïssata Ibrahim Maïger. On dit généralement que le linge sale se lave en famille. Ça veut dire donc que les problèmes de la famille doivent rester dans la famille. Mais ça, c'est au cas où il y a communication entre les gens de la famille, surtout entre les parents et les enfants. Mais là, je donne le titre « Le linge sale se lave au cimetière » parce que le personnage principal n'a pas eu le temps de parler avec son père parce qu'il n'y avait pas de communication entre lui et son père. Donc, quand il revient sur la tombe de son père, il prend la parole et c'est en ce moment-là que les problèmes se règlent donc au cimetière. Voilà pourquoi j'ai tout simplement donné comme titre « Le linge sale se lave au cimetière ». Le linge sale lavé au cimetière est-il définitivement lavé parce qu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas de communication, pas de dialogue? Le problème le plus important, c'était que le jeune homme dise ce qu'il avait sur le cœur. Il avait quelque chose à dire à son père, il n'a pas pu le faire quand il était jeune et il le fait sur la tombe de son père. Que le père soit absent, ce n'est pas ça le plus important. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mettre en cause l'éducation traditionnelle un peu sévère dans certaines familles? Certains de ces aspects, notamment le manque de communication entre les parents et les enfants. Dans la société traditionnelle, il y avait des critères dans l'éducation. Si le père ne pouvait pas dire quelque chose, c'était les oncles et les tantes qui le disaient. Donc la communication passait de ce genre. Mais généralement, entre le père et les enfants, surtout à un certain âge, il n'y a pas de communication. On doit obéir aux règles édictées par le père, un point, un trait. Donc c'est ça que je veux dénoncer. Voilà, le linge sale se lave au cimetière de Ousmane Tieni, un roman à avoir dans votre bibliothèque. Sport football, hier au compte de la 25e journée du championnat national de Ligue 1, l'ASB s'est incliné 2-1 devant le Djoliba AC. C'était au stade Modibo Keïta, un match joué à huis clos pour cause d'incidents survenus lors de la 23e journée au cours de la rencontre Djoliba au Fils du Niger Sport de Ségou. Une première dans l'histoire du football malien. Koumbanya Mbili.
entendu et vu à la télé, mais jamais le football malien n'a connu de huis clos. Et cela s'est passé ce mardi 11 juin 2013 au stade Modibo Keïta lors du match ASP Djoliba AC, suite aux incidents ayant émaillé le match de la 23e journée entre le Djoliba AC et l'Office du Niger Sport, soldé par 2-1 en faveur de l'Office du Niger Sport. Malgré la forte mobilisation des agents de la sécurité, il y a toujours un plan B, ici sur la tribune Serpent. Un match à huis clos est un match qui se joue sans supporters dans les gradins. Au compte de cette 25e journée, ce sont les Rouges de Bamako qui font la bonne opération en s'imposant 3-1 devant l'association sportive de Bamako. La première partie est à l'avantage du Djoliba AC qui ouvre la marque à la 44e minute, une œuvre de Sédou Diallo. 2 minutes plus tard, Mamadou Sidibé signe le second but juste avant la pause, à la conclusion d'un joli mouvement d'ensemble. 2-0 pour les Rouges de Bamako. Conscients de leur position dans le classement, soit avant-dernier avec 21 points, les pensionnaires de Garantigui-Bougou reviennent en seconde période avec l'avantage. 40e minute, Mamadou Diallo de la tête réduit la marque pour l'ASB. À 2-1, l'ASB relâche, chose qui va permettre au Djoliba AC d'inscrire un 3e but à la 84e minute grâce à Mamadou Sidibé, son doublé de la soirée. 3-1 pour le Djoliba AC, c'est le résultat au terme de la rencontre. L'association sportive de Bamako reste toujours dans la zone de relégation avec 21 points. Quant au Djoliba AC, il occupe désormais la 3e place au classement avec 46 points. Le Djoliba AC jouera également à huis clos lors de la 26e journée contre le Nianan de Koulikoro, en plus de l'amende d'1 million de francs CFA. Voilà, le match Djoliba AC-ASP s'est bien terminé sous le score de 3-1, victoire du Djoliba AC. Le programme se poursuit tout à l'heure avec une émission consacrée au fichier électoral biométrique, mode d'emploi. L'ORTM ouvre le micro au général Siaka Sangaré, délégué général aux élections. Pourquoi un fichier biométrique? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Le général Siaka Sangaré répond à toutes ces questions dans l'émission présidentielle 2013, Les vrais enjeux. C'est à partir de 21h30 sur votre télévision nationale. Voilà, c'est tout pour ce soir.